Bonjour à toutes et tous et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Le 30 mars, c'est la journée mondiale des troubles bipolaires, en hommage au peintre Vincent Van Gogh, dont c'est la date de naissance. Et le Funambule a décidé d'organiser cet événement aujourd'hui en visioconférence avec la séance plénière, des ateliers thématiques et une séance de clôture. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous parler quelques instants du funambule, dont ce sera les 25 ans l'année prochaine. On propose 10 groupes de parole mensuels, 2 à Bruxelles et 8 en Wallonie. On est donc actif en Belgique francophone. Ce sont des groupes de parole pour les personnes bipolaires et leurs proches. Il y a une charte qui permet de garantir la confidentialité, l'anonymat, le non-jugement, le respect d'autrui, l'écoute attentive, etc. Alors, on a aussi un service d'écoute téléphonique. Nous avons deux écoutantes, Nathalie et Cécile, qui sont dévouées et très compétentes. Et nous avons aussi des modules de psychoéducation. Donc, ce sont des sessions avec des informations théoriques et des outils pratiques pour que les participants puissent mieux gérer leur maladie au quotidien. Voilà un peu le funambule et nous avons à ce jour, donc en 2024, 31 bénévoles dans l'équipe. Aujourd'hui, à cette séance plénière, il sera question du rétablissement. Le rétablissement, pour nous et nos proches, c'est synonyme d'espoir. Pour en parler, nous accueillons Pascal et Martina, qui sont pères aidantes. Donc, les pères aidants, ce sont les personnes qui aident leur père grâce à un vécu qu'elles ont en commun. C'est vraiment une connaissance du parcours de la personne avec sa pathologie. Et donc, Pascal et Martina sont père aidantes à la clinique Sans Souci. Elles vont nous présenter mon carnet de rétablissement, outils et réflexions, qui a été édité par la clinique Sans Souci avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin. Le funambule les remercie dès à présent toutes deux pour leur intervention. Oui, je vais prendre la parole en premier et Martina bien évidemment complétera ce que je vais communiquer. Donc d'abord, bonjour à toutes et tous. Je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous pour vous présenter notre dernier né, hein, qui est mon carnet de rétablissement, outils et réflexions. Donc, c'est vraiment un carnet, un petit livret, même si on peut dire. Allô, voilà. Qui a toute une histoire. J'aimerais bien voir le PowerPoint. En fait, si je Voilà, peux... je vais le mettre en route. D'accord, merci. Voilà, donc mon carnet de rétablissement, outils et réflexions, avec une préface de Luc Grigneux, dont je parlerai tout à l'heure, et des illustrations de Denis Dehuyn, dont je parlerai également tout à l'heure. Voilà, on peut passer à la dia suivante. C'est un carnet qui fait suite à un autre. Ça veut dire qu'en 2017, 2018, disons, est sorti un autre carnet qui s'appelle La fleur de Patricia, dont il reste quelques exemplaires. C'est un carnet qui se penche sur le rétablissement, mais le rétablissement en tant que tel. Ici, on parle des outils et des réflexions. Alors, c'est un carnet de l'usager et de l'usagère, donc contrairement à l'autre, au premier carnet, c'est un carnet à disposition du professionnel, de l'usager, du proche, en fait de tout le monde. Ici, c'est vraiment un carnet pour l'usager. C'est un carnet à illustrer et à commenter. Donc, en fait, à illustrer, on ne va pas illustrer, dessiner dans le carnet, mais on va prendre près de soi un carnet vierge, celui-là qu'on va commencer à
investir, je ne sais pas si c'est très joli, en tout cas qu'on va commencer à s'approprier et à illustrer avec des dessins, avec des textes, avec des collages, des photographies éventuellement. On va commenter ce carnet, on va répondre à certaines questions qu'on retrouve dans la partie outils. Alors, c'est un carnet pour créer du lien, donc ce n'est pas un carnet plutôt pas. Évidemment, chacun fait comme il l'entend, mais il est plutôt destiné à être partagé. Donc, partagé avec un père aidant, partagé avec un soignant, partagé avec des pairs dans des groupes de travail. Donc, nous avons déjà commencé un groupe de travail à la clinique Sans Souci. On a déjà eu 3 séances, 3 ateliers plutôt. Et avec 8 usagers, 2 pères aidantes et une assistante en psycho. Et voilà, ça se passe super bien. Donc, Martina vous expliquera ça peut-être un peu plus en détail tout à l'heure. C'est un carnet qui est accessible, donc c'est un carnet avec des informations qui sont vulgarisées, donc qui est accessible pour tous et toutes, et qui est le fruit d'une riche collaboration. Ça, c'est vraiment très important parce que nous avons en effet travaillé avec des personnes de talent et cette riche collaboration a permis une véritable osmose, si j'ose dire, et en tout cas beaucoup d'émulation, beaucoup de nos encouragements respectifs, et donc nous ont permis vraiment des élans, un élan et un riche travail, quoi. C'est un carnet qui est abondamment enrichi par l'apport de citations et de témoignages. En voilà donc un beau boulot de récolte de témoignages. C'est pas facile et nous avons réussi grâce entre autres pas médias sociaux, comment on dit, les réseaux sociaux. Donc, chacun est venu apporter librement, gratuitement, son témoignage et évidemment, on remercie toutes ces personnes. Voilà. Martina? Oui. Tu peux passer à la suivante. Voilà. Alors, Luc Vigneault, dont je vous parlais tout à l'heure, donc père aidant québécois, charismatique et haut en couleur. Je vous propose de l'écouter. Tendez bien l'oreille parce qu'il y a l'accent quand même qui n'est pas toujours facile à comprendre. Mais voilà, mais ça vaut la peine. J'avais pas inclus le son de l'ordinateur. Donc, je ne sais pas si ça marche maintenant. Ouais. C'est mieux. Merci beaucoup, tout le monde d'être là. Hein? Oui, merci. Alors, moi, je suis une personne qui vit avec la schizophrénie, entre autres, mais je vis aussi avec une femme merveilleuse. C'est une blague. Donc, c'est ça, j'ai été hospitalisé au Canada dans des hôpitaux psychiatriques. Bon, je vais avoir 60 ans, là, donc j'ai eu des problèmes mentaux vers l'âge de 16-17 ans, où j'ai entendu des voix et j'ai eu des hallucinations à jeun. Hein, ça arrivait comme ça. J'ai été traité pour ça, puis une certaine époque, ils ont fait une réunion avec ma famille. Ils ont dit textuellement, Luc, il est fini. Luc, il n'y a rien à faire avec lui, il est très, très malade. Et puis bon, ma famille a refusé ce diagnostic. Et puis on m'a transféré d'équipe. Et puis la nouvelle équipe, c'est des gens qui parlaient rétablissement. Moi, je ne connaissais pas ça. C'était quoi? J'étais moi-même convaincu d'être fini. Et puis là, bon, on s'y met à parler entre eux, on s'y met à discuter.
Puis un jour, ils m'ont demandé si j'avais un projet de vie, un rêve, une ambition. Ben non, moi, ma vie, c'était d'être malade, hein, c'est ça. Pour vous dire aussi que très tôt, à l'âge de 20 ans, je me suis marié. Donc, j'avais des symptômes actifs. Oui. J'ai eu 2 enfants, donc je suis content d'avoir 2 enfants, mais je vous dis ça. Donc, là, je suis plus, tu sais, je dormais 16 heures par jour, je prenais beaucoup de médication, j'habitais un petit 1,5. Là, j'ai réfléchi, moi, je me suis dit, j'aimerais ça être député. Hein, je me voyais, moi, député à l'Assemblée nationale. Après ça, j'ai dit, je pense pas de me faire élire avec mon passé professionnel. J'ai dit, tiens, j'aimerais ça être conseiller politique. Tu sais. C'est quelque chose qui me... Ben, c'est ça. Fait que je m'en vais à la rencontre avec mon intervenant. Puis elle dit, puis Luc, c'est quoi tu veux faire dans la vie? Ben, j'aimerais ça être conseiller politique. Fait qu'elle m'a regardé avec ses beaux grands yeux, elle a dit, hey, ça va leur faire du bien. Voilà. Eh. Voilà, merci Luc. Luc Vigneault, père aidant québécois, qui vit avec la schizophrénie et beaucoup d'entre nous, sans doute, vivons avec le trouble bipolaire, soyons clairs. Alors, voilà, on peut voir peut-être la suite du PowerPoint. Voilà. En fait, le carnet dont je vous parlais tout à l'heure, il est divisé en fait en 5 chapitres. Le premier chapitre, c'est l'axe 1, il s'appelle « Je suis comme je suis ». Et « Je suis comme je suis », il pourrait se résumer en ces quelques mots empruntés au livre justement de Luc Vigneault, qui dit « Je suis une personne, pas une maladie ». Alors oui, d'accord, il est une personne, mais quoi encore ? Mais encore. Mais si je ne suis pas une maladie, qui suis-je? Quelles sont mes forces, mes ressources, mes qualités? Quels sont mes souhaits, mes valeurs, mes objectifs? Sur quoi puis-je compter pour avancer sereinement dans mon parcours et pour que ce dernier puisse devenir plein de sens? Alors, pour illustrer ça, il y a des dessins, des schémas, des graphiques, des textes plus ou moins succincts qui devraient répondre, aider en tout cas à répondre à ces questions. Et voilà, nous avons finalement intitulé « Je suis comme je suis ». Deuxième axe, deuxième chapitre, je ne suis pas seule. Le deuxième axe s'intéresse au réseau de l'usager et de l'usagère avec une question centrale. Êtes-vous de votre situation relationnelle actuelle? Pour nous y aider, on va travailler avec une carte réseau. Voilà. Alors, le troisième chapitre, c'est « J'apprends à prendre soin de moi », qui invite à travailler, par exemple, le plan de crise et à prendre connaissance des ressources de rétablissement. C'est l'axe aussi où on parle de la médication, outil parmi les autres outils, et nous y réfléchissons. Enfin, non, pas enfin, tout à fait. Après, au quatrième axe, je me fais comprendre, entendre, s'intéresse donc à la communication avec les soignants, mais aussi plus largement avec tous, famille, voisins, amis, et les droits du patient sont évoqués dans ce chapitre. Enfin, le cinquième et dernier acte se penche sur cette question: que faire face à la stigmatisation et l'autostigmatisation, deux obstacles trop importants à la poursuite du rétablissement. Nous avançons quelques idées, quelques propositions. À vous, bien sûr, lecteurs, de donner les vôtres. Voilà. Merci, Martina. Voilà. Je vais un peu aller plus en profondeur en expliquant les chapitres, donc notamment 1 à 3. Donc, comme Pascal a déjà dit, le premier chapitre est intitulé « Je suis comme je suis ». Et le but de ce chapitre, c'est d'aller à la découverte de soi-même. Donc, dans un premier temps, c'est des exercices d'introspection qui répondent à ces questions, justement, qui suis-je? Qui voudrais-je être si je n'aime pas qui je suis en ce moment-là?
Après aussi des questions, quels sont mes besoins et mes valeurs. Donc vraiment des réflexions autour de son identité. Et ce qu'on fait là-dedans, c'est surtout des exercices de réflexion, donc avec des listes aussi. Par exemple, on a une liste des valeurs et on invite le lecteur de choisir parmi ces valeurs, par exemple 10, et de les classer en ordre de priorité. Il y a d'autres exercices de ce style sur les qualités, les besoins, etc. Ensuite, il y a aussi des exercices créatifs. Donc, par exemple, de faire son autoportrait. C'est d'ailleurs l'exercice qui initie un peu le chapitre avant tout, de faire une fois un collage ou un dessin ou écrire un texte sur qui on est, donc l'autoportrait. Et justement, dans le groupe qu'on a commencé à l'hôpital Sans Souci, donc c'était un très bon exercice où on a vu vraiment que les participants, ils ont réalisé des bonnes choses à partir de cette question. Donc, c'est vraiment une chose très intéressante aussi à faire. Ensuite, voilà, dans ce chapitre Je suis comme je suis, on parle aussi des rêves. Donc, vers où je veux aller, qu'est-ce qui est mon monde idéal. Là aussi, on propose de faire un collage ou un dessin ou un texte, être créatif du coup, pour une fois imaginer ce monde sans contraintes et donner une fois un point de départ pour évoluer aussi, pour aller vers l'avant. Et dans ce sens-là, on invite aussi de faire un plan d'action et devenir concret. Donc, si on veut atteindre un rêve, ça ne se fait pas seulement en rêvant, il faut aussi faire des pas concrets. Et là aussi, on travaille un peu sur les objectifs et sur les plans, sur les étapes. Là-dedans, dans le carnet, on trouve aussi des illustrations tout au long du chapitre. Donc, c'est Denis qui les a fait. Et je voulais en montrer deux pour donner des exemples. Donc, le premier dessin, c'est faire son autoportrait, justement. On voit un bonhomme en noir et gris. Voilà, on imagine quelqu'un qui est dans un moment, qui passe un moment difficile. Et en faisant son autoportrait, ben, il rajoute des couleurs et un sourire et tout ça. Et ça montre vraiment comment une personne peut évoluer en imaginant quelque chose différent peut-être que d'aujourd'hui. Donc ça, c'est un bon dessin. Et un deuxième dessin. Martina, j'ai envie de présenter un texte aussi sur l'autoportrait. Oui, d'accord. D'accord, ouais. Oui. Ah ben, c'est Olivier, en fait. Olivier qui nous dit je suis l'heureux papa d'un petit garçon. Nous aimons observer les oiseaux ensemble et vagabonder dans l'herbe fraîchement coupée. Je suis passionnée par les différentes inventions de transport. Je suis Olivier et je pratique le karaté pour m'aider à trouver un bon équilibre entre mon bien-être mental et physique. Voilà, c'était l'autoportrait d'Olivier en texte. Voilà. Donc, il y a un autre dessin encore dans ce chapitre que j'aime beaucoup. C'est le dessin de petits pas. Peut-être il y a des gens qui connaissent ce dessin avec l'échelle pour monter voilà, un mur. Et il y a une échelle comme ça avec de petits pas et une échelle avec des grands pas. Denis il a illustré ça autrement avec un lac. Et on voit très bien le bonhomme qui veut traverser le lac et qui commence avec un grand saut. Ben, il tombe dans le lac et il est noyé. Tandis que quand il apprend à faire de petits pas et il prend le long chemin, il tourne autour du lac, ben là, il arrive à l'autre bout. Et c'est vraiment comme ça aussi qu'on parle de réaliser ses objectifs, de préférer de faire des petits pas sûrs que de faire un grand saut et se planter. Donc, c'est aussi quelque part du vécu, une petite sagesse de vie, si on veut. Donc, ça, c'est le premier chapitre, Je suis comme je suis. Maintenant, le deuxième chapitre, c'est le chapitre Je ne suis pas seule. Et ça parle un peu d'un autre aspect. Donc, c'est l'aspect de la personne avec le monde autour. Donc, les relations, aussi les relations d'aide. Et dans ce sens-là, on a commencé le chapitre avec
un sous-chapitre « Oser accepter de l'aide » parce que c'est toute une étape au départ, souvent qu'on ose accepter de l'aide, qu'on ose vraiment comprendre qu'il y a quelque chose, qu'il y a une fragilité, qu'il faut peut-être de l'aide de l'extérieur. Et là aussi, donc, on parle de l'autocompassion qui fait donc aussi partie de cette étape d'accepter de l'aide, qu'on accepte d'abord soi-même avec ses défauts aussi. Et là aussi, il y a un dessin de Denis que je trouve vraiment très bien pour illustrer l'autocompassion. C'est une personne qui se regarde dans le miroir et qui s'embrasse comme ça lui-même. Donc, ça montre vraiment que c'est important d'abord d'avoir de la compassion avec soi-même d'abord aussi. Donc, voilà. Et puis, on parle de s'ouvrir à l'autre, de la difficulté parfois de demander de l'aide. Et là, on a des questions dans le carnet qui invitent à la discussion et au partage. Donc, on demande aux participants des groupes, par exemple, est-ce que tu as facile de demander de l'aide ou est-ce que c'est difficile? Et ça peut être aussi un point de départ pour une discussion dans un groupe. Donc voilà. Et après, on parle aussi de l'entraide, l'importance de l'entraide. Ben, on le connaît tous, on la connaît tous. Quand on participe au groupe de parole, ben, c'est le meilleur exemple de l'entraide en fait. Et le bénéfice, on le connaît. Donc, après, on parle dans ce chapitre aussi d'un outil important, d'un outil de rétablissement important, c'est la carte réseau. C'est une illustration des relations qu'on entretient avec les autres. Je vais une fois montrer l'exemple qu'on a mis dans le carnet. Donc, la carte réseau, en gros, ça prend le départ du milieu, donc de soi-même. Et avec des cercles, on note les relations qui sont maintenant très importantes pour soi-même, des relations plutôt un peu plus éloignées des amis. Après, il y a un niveau des connaissances qu'on a un peu plus loin et aussi peut-être des gens qu'on a connus ou qu'on a perdu contact et qu'on pourrait éventuellement reprendre le contact. Maintenant, cette carte réseau, la spécificité dans le carnet, c'est qu'on l'a divisée en deux. Donc, il y a le côté privé, contact privé, mais il y a aussi les contacts professionnels. Parce qu'on estime que c'est important aussi pour une personne en difficulté d'avoir un réseau professionnel autour d'elle. Souvent, quand les contacts privés ne sont pas tellement nombreux, ben là, c'est utile aussi d'entretenir des contacts avec le réseau professionnel. Voilà, ça c'est pour le chapitre 2. Maintenant, le chapitre 3, c'est intitulé, comme Pascal a dit, « J'apprends à prendre soin de moi ». Et l'idée, c'est de réfléchir sur des stratégies pour anticiper et surmonter les moments difficiles. Donc, le premier exercice de ce chapitre, c'est la météo intérieure, comme on l'appelle. La Denis a fait ce dessin-ci. Et c'est un peu aller à l'écoute de soi-même, donc écouter comment je vais à l'instant même et décrire comment on va. Mettre un mot sur le sentiment, apprendre à faire un petit bilan instantané. Donc ça, c'est les premiers exercices, la météo intérieure. Après, on a plusieurs outils de rétablissement qui sont sur le programme dans ce chapitre. Donc, on présente l'agenda de l'humeur et l'agenda du sommeil. Donc là, je donne un exemple, par exemple, très, très simplifié d'un agenda du sommeil. C'est vraiment juste noter tous les jours du mois combien d'heures j'ai dormi par jour. Et ça permet à la fin du mois de tracer une courbe et de constater, par exemple, quand on a moins dormi ou donc quand on dort peut-être plus. Ça peut tous être des indicateurs pour une crise qui pourrait arriver ou ça peut indiquer dans quelle phase on est, surtout quand on est bipolaire, ça peut être un super bon outil. Ainsi aussi avec l'agenda de l'humeur qui fonctionne de la même manière. Ensuite, dans ce chapitre, on présente aussi la carte crise ou le plan de crise plutôt au départ. Donc, qu'est-ce que je fais quand je sens que je suis en crise? Qu'est-ce qu'on peut faire pour moi? Et là aussi, de ce plan de crise, on présente la version réduite, la carte de crise qu'on peut mettre dans un portefeuille, par exemple, et avoir avec soi tout le temps. Donc, si on voit cette personne en crise,
c'est marqué qui on peut appeler, qu'est-ce qui est le traitement, déjà le nom et le prénom de la personne aussi, la date de naissance et le besoin le plus important en cas de crise. Donc là aussi, tous des outils à employer. Après, on a aussi un outil qui est... Ah oui, c'est pas ça. Je ne l'ai plus illustré. Donc, on a aussi un outil, c'est la boîte à outils, comme on l'appelle. C'est... on peut faire une liste, on peut faire une boîte de ça aussi ou en autre. Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux quand je ne vais pas bien? Et c'est une boîte ou une liste qu'on a quelque part chez soi ou avec soi. Et justement, quand on va pas bien, souvent on se rappelle plus qu'est-ce que je pourrais faire pour aller mieux. Sur cette liste, on peut trouver des activités qui font plaisir d'habitude, comme par exemple faire une petite promenade, aller cuisiner un repas ou chanter une chanson ou écrire tout simplement. Donc, toutes ces choses qu'on constate qui font du bien, mais des choses auxquelles on ne se rappelle pas toujours quand ça ne va pas. Donc, c'est l'idée de construire une telle boîte. Et à la fin du chapitre, justement, il y a un sous-chapitre sur la médication. Ça, on considère aussi quelque part comme un outil. Bah, c'est un outil parmi d'autres. C'est un grand outil, mais voilà, c'est pas spécialement la seule et unique remède, comme d'autres gens parfois ils le disent. La médication est certainement un pilier pour aller mieux, mais pas le seul. Donc c'est pour ça qu'on l'a regroupé ici dans ce chapitre. Voilà, ça c'est le chapitre 1 à 3. Maintenant, Pascal, tu voulais dire encore quelque chose? Oui, je voulais dire un petit mot. Je voulais lire aussi un petit témoignage de Aurore sur la carte de crise, en fait, qui va illustrer un petit peu ce que tu as dit, je pense, en tout cas. Elle dit « J'ai toujours ma carte de crise sur moi. Ma version, entre guillemets, comprend 2 personnes de confiance, mon équipe de soins psy et généralistes, médicaments, pas psychotropes et aussi ceux auxquels je suis résistante. Autre chose à savoir sur mon état somatique, allergie et régime, sur ce petit carton de 8 cm sur 5 cm est aussi inscrit un besoin vital en cas de crise, me donner papier et crayon. » Ah, voilà. On a tout dit comme ça. Hein. Pour la médication, je pense qu'on peut ajouter aussi que si la médication est un outil indispensable, souvent en tout cas indispensable dans un rétablissement, il faut quand même se prendre bien conscience que les effets secondaires sont très importants, sont souvent nombreux en tous les cas, et que l'idéal, donc ce serait vraiment le dialogue, ce serait un peu la solution, peut-être un essai de solution, ce serait vraiment de dialoguer avec ces prescripteurs en amenant justement une relation de plus en plus horizontale entre eux. Alors l'expertise de chacun, expertise théorique et expertise d'expérience, serait ainsi considérée sur un pied d'égalité. Voilà pour la médication. Attention évidemment, ils ne sont banals que par la forme qu'ils prennent. Voilà. On passe au chapitre suivant, Martina. Oui, c'est ça. Okay, sur la communication, je vais une fois... La communication, je me fais comprendre, je me fais entendre. Donc, Isabelle nous dit dans le carnet quelque chose qui est un peu à l'encontre de ce qui se dit dans ce carnet, mais le carnet, c'est aussi une manière de dire ce qu'on pense, et quand on n'est pas toujours d'accord sur tout, c'est important qu'il y ait un endroit pour le dire. Et elle dit, loin d'être un chemin ou un cheminement, c'est quand même fou de dire ça parce qu'on n'arrête pas de dire que le rétablissement est un chemin. Loin d'être un chemin ou un cheminement, le rétablissement est une danse que l'on s'accorde à soi-même. Voilà. C'est un petit clin d'œil pour faire réfléchir. Et puis, dans ce chapitre-là, c'est aussi toute
tous les mots sur le fait que dans le rétablissement, nous sommes acteurs, actrices de notre rétablissement. Et c'est bien nous, effectivement, acteurs, actrices de notre rétablissement, qui soignons, enfin, qui sommes à la commande, en fait. Je suis le pilote de mon rétablissement. Voilà, Denis a trouvé les mots. Je suis le pilote de mon rétablissement. Les professionnels, les soignants ont des rôles absolument essentiels également, qui sont des rôles de soutien, de réconfort et à l'heure aussi d'expertise, bien évidemment, dans les traitements, par exemple. Voilà, on demande par exemple aux participants des groupes d'écrire à ton tour, on dit, écris 10 mots qui définissent ton rétablissement. Parce que finalement, le rétablissement, il est ultra personnel et on demande aussi, donc on leur demande 51 minutes 29. Je suppose qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Je ne sais pas, on a commencé en retard, mais je vais essayer d'aller vite. Le rétablissement, il est à définir par soi-même, finalement. Donc, il y a un chapitre sur les droits. J'apprends les métiers de la santé mentale. Donc, c'est important aussi de connaître ces droits et d'apprendre les métiers de la santé mentale, d'apprendre quelle profession exerce la personne que j'ai devant moi et qui me dit qu'elle va s'occuper de moi. Donc, c'est important. Et pour ça, il faut connaître l'équipe pluridisciplinaire, donc qui est qui. Et voilà, et vous avez ici, je ne vais pas tout lire évidemment, mais vous avez dans le carnet l'ensemble des professions qui composent donc cette équipe. Le rôle de la psychothérapie aussi, la pérédance. Hein. Alors, je dialogue avec les soignants, la distance thérapeutique, avec comment dire, un témoignage d'une infirmière psychiatrique, un long témoignage intéressant que je vous invite vraiment à lire pour comprendre un peu le point de vue du soignant, parce qu'ici, bien évidemment, dans ce carnet, c'est le point de vue de l'usager qui est mis à l'avant-plan. Distance thérapeutique. Elle est assez bien illustrée ici, je trouve. C'est assez drôle, assez fin, il me semble. Qu'est-ce qu'on a encore comme image, Martina? Je dirais on passe au chapitre suivant. On passe au chapitre suivant, ok, ça va. Il y a aussi la famille, il ne faut pas oublier, tout un chapitre là-dessus. Et je me libère du regard de l'autre. Voilà, c'est la stigmatisation. Je pense qu'on a réalisé tout un chapitre là-dessus. Donc, c'est quand même un 5e du carnet. Parce que la stigmatisation, comme vous le savez, fait souffrir autant, voire plus, que la maladie elle-même. Donc, il faut absolument lui prendre le taureau par les cornes et tenter de la diminuer autant que possible. J'ai une citation, si vous voulez, pour l'autostigmatisation, parce que vous connaissez l'autostigmatisation, hein, c'est la stigmatisation que l'on s'impose, que l'on s'inflige à soi-même, vu les représentations pour le moins critiquables de la psychiatrie. Alors, au niveau de cette psychiatrisation, Chantal nous dit « Stigmatiser vis-à-vis de soi-même est une source de conflit interne. Quand je me compare aux autres qui n'ont pas de parcours en santé mentale,
cela est contre-productif. Finalement, cela revient à se sentir inférieur à autrui. Se cantonner au statut de, entre guillemets, psychiatrisé longue durée devient une étiquette que je me donne comme un devoir d'auto-justification au monde. Le tout est de déconstruire cet a priori en mettant en évidence la chance d'avoir appris à mieux se connaître. Et voilà, je pense qu'on peut terminer là-dessus, ou peut-être sur la danse. Hein. On a encore une dia, je pense. Voilà, très bien. Marie Absil donc, a écrit en 2015 plusieurs articles sur la stigmatisation, autostigmatisation, discrimination, etc. Et je pense, et nous pensons tous au comité de rédaction, toutes, que les stéréotypes seront, je la cite, seront battus en brèche par la réalité des contacts et des comportements discriminatoires auront tendance à diminuer. Et alors, c'est rigolo parce qu'elle parle de rétablissement ici. Que se passerait-il si la prise en charge ne se centrait plus principalement sur les manques des usagers, mais s'activait également au départ des capacités des personnes? Et voilà que nous disons, et si nous commencions par nous rencontrer? Et voilà. Maintenant, vous êtes invités à poser vos questions. Je pense qu'il y a un espace pour ça. Donc voilà, j'espère qu'il reste un peu de temps pour un question-réponse. On a eu vraiment peur d'avoir trop de temps et voilà que ce n'est pas le cas. Donc voilà. Franca, tu gères un petit peu les... Une remarque, un commentaire? C'est un travail remarquable. Ce qui me venait en vous écoutant, c'est Jean-Marc. C'est Jean-Marc qui parle. J'entends rien. Tu m'entends? Vous m'entendez? Oui? Non? Oui? Ce qui me venait en vous écoutant, c'est le rétablissement qui est un travail qui se pose aujourd'hui, actuellement, enfin, dans l'ici et maintenant, hein, dans l'acceptation d'un parcours du passé, mais qui est très anticipatif aussi pour préparer l'avenir. Préparer l'avenir, voilà, c'est juste ce qui m'avait traversé l'esprit en vous écoutant. Je n'entends plus personne. Excuse-moi, je pourrais dire quelque chose. Dans le temps qu'on vit aujourd'hui, il sera nécessaire de se préparer parce que je pense qu'il y en a de plus en plus des gens qui vont plus pouvoir se confronter à ce mode de vie, surtout de travail. Parce que moi, ce qui était mon cas, j'ai craqué parce que je n'arrivais plus tenir la cadence. Pardon? Continue, Niki. Oui, bah, c'était ça. Je trouve comment on peut préparer ça, parce que en psychiatrie, ça devient de moins en moins suivi par l'État, autant au moins en France. Il y a de moins en moins des structures qui peuvent vraiment suivre les gens avec des maladies psychiatriques, quoi. Voilà.
Ouais, dans ce sens-là, il faut aussi voir la prévention parce que je crois ce qui est important que les gens ils détectent assez tôt qu'il y a un souci. Le plus tôt qu'on détecte un problème psychique, le mieux on peut soigner en fait. Et déjà au départ, si on connaît un peu, c'est aussi des outils qu'on a présentés dans le carnet qui peuvent être valables pour quelqu'un qui s'intéresse tout simplement à son état psychique, qui veut s'auto-soigner quelque part avant d'être confronté à la psychiatrie. Donc, pourquoi pas quelqu'un faire une petite introspection, s'interroger sur soi-même, ça peut faire du bien à quelqu'un qui n'a pas spécialement un lien avec la psychiatrie. Et ça peut aider aussi voilà, à prévenir à des crises, quoi. Donc, quelque part, c'est aussi un peu l'idée du carnet. La prévention. Vinciane, tu avais levé la main? Viviane. Il faut que tu dépingles ton micro. Voilà. Je me demande si ce livre, on le vend. Pour l'instant, il est gratuitement disponible dans un premier temps sur le web, mais aussi comme en format papier auprès de la clinique Sans Souci. Par contre, il faudrait payer le frais de port, bien sûr. Donc, ça se présente comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est un carnet carré. Je ne vois pas très bien. Ok, ouais, c'est peut-être un peu flou. Mais c'est un format papier qui existe aussi. Pour l'instant, c'est encore gratuit. Ah oui, et le livre, enfin, peut-être qu'on aura ça plus tard, il s'appelle Mon carnet de rétablissement, outils et réflexions. Merci beaucoup. De rien. Qui avait pris la parole encore? Aurélie? Ton micro, Aurélie. On ne t'entend pas. Ou Maïr? Oui, bonjour. Vous m'entendez? On t'entend. Oui, parfait. Ok, donc moi, c'était plus pour réagir au fait que quand vous aviez dit que pour se rétablir, donc c'est vraiment un travail sur soi qu'on a à faire et que si on ne fait pas ce travail sur soi, bah, du coup, on ne peut pas aller mieux. Enfin, je suis totalement d'accord là-dessus. Moi, ça fait que 4 mois que j'étais diagnostiqué bipolaire, donc je suis encore jeune. Mais tout d'abord, il y a eu la phase d'acceptation de la maladie qui a été super difficile. Mais du coup, ces 4 premiers mois, vraiment, genre, j'étais un peu dans le déni, etc. Et j'ai pas voulu du coup m'aider. Mais forcément, comme je ne voulais pas m'aider, forcément, mes psychiatres et psychologues ne pouvaient pas m'aider. Et donc, c'est que récemment que là, du coup, que j'ai envie de m'aider et que je commence à m'aimer et que j'ai envie d'aller mieux. Forcément, du coup, là, je vois les résultats du progrès et ça avance. Voilà, donc pour essayer d'aller mieux et donc vaincre cette maladie, il faut vraiment avoir l'envie et la conviction d'aller mieux et avoir de l'espoir. L'espoir, c'était quelque chose que je redoutais parce qu'à force de faire des phases dépressives et des phases hypomaniaques, du coup, à chaque fois, je suis en mode oui, mais c'est un cycle infini, ça ne s'arrêtera jamais, l'espoir, c'est de la merde. En fait, non, l'espoir fait vivre et c'est vrai. Voilà, je vais terminer là-dessus. Beau témoignage et en même temps, en t'aidant, tu aides les autres à t'aider aussi. Je suis sûr ton entourage, comme les professionnels d'ailleurs, ça facilite, ça se potentialise l'un l'autre, bien sûr. Vraiment, ouais. Aurélie, est-ce que tu es toujours là? On ne t'entendait pas tout à l'heure. Tu parles? Si tu parles, nous ne t'entendons pas en fait. Il y a des mains qui sont levées, il faudrait peut-être les enlever de nouveau. Ah oui, alors je ne sais pas comment on les enlève par contre. Si chacun le fait, moi faut recliquer sur la main. C'est ça. Donc Viviane, tu peux recliquer sur la main comme Viviane, tu peux recliquer sur ta main. Voilà, et Aurélie maintenant est première. Vas-y Aurélie, on t'entend.
t'entend pas. C'est bien, on voit que son micro est activé, mais elle parle pas. Enfin, c'est bizarre. Oui, elle doit bien être là pourtant. Quelqu'un d'autre? Est-ce que tu peux mettre, Pascal ou quelqu'un, le lien pour aller télécharger le livre sur le site web de la Ah clinique oui, oui, oui. Oh là là, mais comment on fait? Oui, je veux bien un instant. Je vais juste le réaliser. Je vais l'afficher après. Tu le mets dans la conversation, effectivement, chacun pourra le copier et le livre est alors téléchargeable. Ça, c'est possible. Par contre, ça me prend un petit instant parce que je dois le chercher moi-même sur le web. D'accord. Pendant ce temps-là, on donne la parole à Guillaume qui voulait prendre la parole. Oui. Voilà, Guillaume. Oui, bonjour. Ben, moi, je trouvais Bonjour, que Guillaume. le bouquin était vraiment intéressant parce que les outils sont vraiment variés. Moi, j'ai surtout vu l'outil sur le sommeil. C'est vrai que sur l'humeur, ça peut vraiment être intéressant que je constate. Voilà, ça fait plusieurs jours ou même dans la même journée parfois, mais bon, que je me sens mieux ou que je me sens plus haut, peut-être un peu plus bas. Et parfois mettre les deux en parallèle, justement, le sommeil et l'humeur. Enfin, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et puis les belles métaphores avec le lac, aller doucement pour avancer ou le contourner, je trouve que c'est intéressant. C'est vraiment, voilà. Et je pense que là-dedans, il doit y avoir beaucoup d'outils qui parlent à beaucoup de personnes, peu importe, je veux dire, l'évolution de notre maladie dans laquelle on se trouve. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? On t'entend, Franquin, vas-y. Voilà, ben, je rien pas fait. Donc, merci beaucoup à Pascal et Martina pour cette présentation. C'est vraiment un bel outil que moi j'ai pu parcourir. Sur le site du Funambule, donc www.bipolarité.org, il y a toutes les informations sur l'endroit où vous pouvez vous le procurer. Et il y a même le lien de téléchargement. Donc, sur le site du Funambule, dans les ressources, on a mis ça en concertation avec Pascal. Ben voilà, le temps passe. J'ai eu quelques problèmes techniques, j'en suis désolée. Je voudrais vous remercier tous, sauf s'il y a encore d'autres questions. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut intervenir? Donc, merci beaucoup à tous et toutes. Je vous recommande vraiment ce carnet de rétablissement. Il y a vraiment des mots-clés. On est une personne, on n'est pas une maladie. Je crois que c'est une des phrases qu'on peut retenir. Je suis une personne et je ne suis pas une maladie. Et ma personnalité, mon identité ne se résume pas à mon trouble bipolaire. Au nom de l'équipe du Funambule, je remercie les deux intervenantes, Jean-Marc aussi qui a animé avec brio. Merci aux intervenants dont Maïr, Niki, Viviane et peut-être encore d'autres. Et à très bientôt. Merci, Franca. Merci. Bonne journée à tous. La journée de la bipolarité. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, à tantôt.